Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de la première saison de 0, consacrée à l'avenir de l'emploi. Quelle réalité se cache derrière les discours apocalyptiques ou utopistes du remplacement des emplois par des machines? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Juan Sébastien Carbonel, sociologue et auteur du livre Le futur du travail, paru en 2022 aux éditions Amsterdam. Bonjour Juan Sébastien Carbonel. Bonjour. ChatGPT et l'emballement médiatique qu'il a suscité a été la source de nombreux discours alarmistes sur l'avenir de l'emploi, voire la disparition de l'emploi. Au-delà de ChatGPT ou de l'IA, quelle réalité se cache derrière ce message du remplacement des emplois par des machines? Merci de m'avoir invité. Pour répondre rapidement à cette question qui en réalité nécessiterait des années d'études, il faut dire que moins qu'un message de remplacement, il y a cette question de la menace d'un remplacement qui revient sans cesse. Et précisément, il faut d'abord s'attarder sur le fait que c'est un discours qui revient de façon périodique à diverses périodes du XXe siècle. Il y a eu ce discours sur la fin du travail dû aux nouvelles technologies. De la même façon, déjà au XIXe siècle, il y avait certaines craintes sur le remplacement des êtres humains par des machines au travail, etc. En tout cas, c'est très important d'insister sur le fait que ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette menace de changement technologique et de disparition de l'emploi. Hmm. Qu'est-ce qui se cache derrière ces messages? En fait, là encore, la question est faussement simple. Il faut toujours se rendre compte qu'il y a des acteurs qui portent ces discours-là, et je pense que c'est des acteurs qui ont intérêt à porter ces discours-là. C'est-à-dire que moi, je les décompose en trois, ces acteurs-là. Il y a d'un côté des journalistes, certes, qui voilà s'attachent à susciter de l'intérêt autour des derniers modes, des dernières craintes, menaces, etc., des sujets un peu racoleurs, si vous voulez. Il y a un autre type d'acteurs qui est ce qu'on appelle les futurologues, c'est-à-dire des personnes dont le métier est plutôt de formuler ce que sera éventuellement l'avenir du travail dans les prochaines années, etc. Moi, je pense que c'est un métier intéressant, mais qui en réalité se heurte à une limite très concrète, c'est que il est très difficile de savoir ce que sera le monde du travail d'ici 2, 3 ans, etc. Par Hmm. exemple, aujourd'hui, on est en 2023, et je pense que personne en 2019 aurait pu dire ce que serait devenu le monde du travail en 2023. Parce qu'il y a eu tout un tas d'événements politiques, géopolitiques, etc., qui ont fait basculer le monde du travail dans un tout autre domaine, etc. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout un tas de phénomènes qui étaient impossibles de prévoir. Et donc la futurologie, qui s'apparente davantage à de la science-fiction, bah en fait, Hmm. elle se heurte à cette limite très concrète. Et troisième acteur, qui pour moi n'est pas des moindres et qui en réalité est à l'origine pour une grande partie de ces discours sur la fin du travail, c'est les entreprises et les entrepreneurs du secteur du numérique qui se situent dans une dynamique de performativité de leur propre discours. C'est-à-dire qu'ils décrivent quelque chose qu'ils veulent faire advenir Hmm. pour tout un tas de raisons. Et la principale raison, si vous voulez, c'est d'attirer des financeurs. Et c'est pas un hasard si justement ChatGPT a essayé de créer une sorte de hype autour de son produit. Et le principal rapport qui est cité pour vanter les mérites de ChatGPT est justement le fait de OpenAI. Et suite à cette hype de ChatGPT, bah, Microsoft a décidé d'investir massivement dans l'entreprise, etc. Donc il y a vraiment une dynamique de performativité des concepts économiques qui ont pour but vraiment de créer une hype, de créer des expectatives absolument surdimensionnées par rapport à des produits technologiques, etc. Donc c'est ça, à mon avis, ce qui se cache réellement derrière ces messages et ces menaces, si vous voulez, de Oui. remplacement des emplois par des machines. Et d'ailleurs, au-delà même de l'entreprise qui se cache derrière ChatGPT, j'ai entendu aussi beaucoup de discours de cabinets de conseil ou d'experts qui expliquaient qu'il fallait absolument passer par ChatGPT, par l'intelligence artificielle, et donc passer par leur service. Donc c'est aussi un moyen de créer peut-être un besoin et de vendre sa solution à ce besoin-là. Absolument. Parmi les entreprises du numérique, il y a bien sûr les entreprises de la Silicon Valley, voilà, les grandes entreprises du numérique, la big tech,
mais également tout un tas d'entreprises de solutions technologiques, comme on dit, ou de cabinets de conseil dont le but est précisément de vendre ces solutions technologiques à des entreprises qui, justement, face à cette hype autour de la technologie, ne veulent pas se trouver en reste. Par exemple, dans le secteur automobile, dans l'introduction et le développement de concepts comme ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'utilisation des technologies numériques dans l'optimisation des process de travail, ce sont des cabinets de conseil qui ont mis la pression sur Renault, sur PSA, etc., pour qu'ils adoptent ces technologies-là parce que c'était présenté comme désormais incontournable. Hmm. C'est d'ailleurs ce discours, le fait que ça rende ça incontournable, moi, qui me dépasse un petit peu, mais au-delà de ça, ou même au-delà de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on a évoqué qu'il y a cet emballement médiatique, il est souvent alarmiste sur l'avenir de l'emploi. On parle même parfois même de disparition de l'emploi. ChatGPT, par exemple, nous mettrait tous au chômage. Mais il y a aussi ceux qui, à l'inverse, nous promettent des emplois moins pénibles, voire moins chronophages, grâce à tous ces changements technologiques. Qu'en est-il vraiment? C'est encore une question compliquée pour laquelle il est difficile de donner une réponse univoque, dans le sens où il y a toujours une dimension ambivalente des nouvelles technologies. Par exemple, je peux donner un exemple que j'ai étudié dans le cadre de l'industrie automobile, qui est celui de la modernisation. Bien sûr, modernisation avec des guillemets, qui est le terme qui est utilisé par l'entreprise, en tout cas une réorganisation de l'atelier montage d'une usine PSA, avec l'introduction précisément de ces technologies 4.0, l'introduction de AGV, donc de robots philo-guidés qui acheminent les pièces, qui transportent les pièces dans l'atelier montage, et une nouvelle organisation du travail qui introduit le full kitting, c'est-à-dire l'assemblage de kits de pièces en amont du montage des pièces sur le véhicule. Donc il y a cette introduction de cette nouvelle organisation du travail avec des nouvelles technologies. Et d'un côté, oui, certains ouvriers me disaient que tout un tas de gestes pénibles, physiques, lourds, qui consistaient dans le port de pièces, etc., disparaissaient. Parce que les pièces, le capot, le tableau de bord, etc., étaient acheminés directement sur les postes de montage par des robots, donc ces AGV, des robots philo-guidés, etc. Mais de l'autre côté, il y a un effet paradoxal qui est aussi une intensification du travail. C'est-à-dire que s'ils ont plus à aller chercher eux-mêmes un certain nombre de pièces sur le bord de chaîne, comme on l'appelle, ou l'espace préparation, si les pièces sont acheminées directement sur les postes de montage, ben alors ils se consacrent davantage aux gestes à valeur ajoutée, comme appelle l'entreprise, qui sont les gestes de montage. Donc il y a de fait une intensification du travail. On peut prendre un autre exemple qui n'est pas celui de l'industrie, qui est celui du télétravail. Et les chiffres de la DARES, qui est la direction de l'animation de la recherche du ministère du Travail, sont très clairs, qui produisent souvent des statistiques très claires. Bah, ces données de la DARES sur le télétravail montrent que le télétravail, évidemment, c'est généralisé, c'est répandu, tout un tas de métiers qui auparavant ne s'y consacraient pas, mais avec des effets paradoxaux. C'est-à-dire qu'on a supprimé de la journée de travail le temps de transport, Mhm. mais par ailleurs, l'amplitude de la journée de travail a augmenté. Il y a davantage de disponibilité temporelle, il y a des journées de travail davantage variables avec des effets de pénibilité. Par exemple, ces enquêtes de la DARES ont constaté davantage de troubles du sommeil. On constatait également des postures pénibles, c'est-à-dire beaucoup de nouvelles douleurs qui sont déclarées par les salariés. On voit donc que le télétravail, donc on peut considérer comme une nouvelle technologie, certains le rangeraient d'ailleurs dans le cadre de la digitalisation du travail, a aussi ces effets très paradoxaux qui ne consistent pas seulement à rendre le travail moins pénible, mais à contribuer au contraire à la pénibilité du travail. Ok. Et dans une tribune que vous avez écrite récemment, qui est parue dans Le Monde, vous expliquez que ces discours, qu'ils soient apocalyptiques ou utopistes, donc d'un remplacement des emplois par des machines, pourraient être, pour reprendre vos mots, une diversion. Dans ce cas-là, de quoi cette diversion nous détourne-t-elle? J'ai écrit cette tribune parce que j'étais passablement agacé par par d'autres tribunes de futurologues ou d'entrepreneurs du numérique, pour ne pas les citer, notamment de Olivier Babot et encore de Laurent Alexandre et même de Jacques Attali,
qui ont publié un certain nombre de tribunes sur le chat GPT, qui disaient notamment que les manifestantes et manifestants contre la réforme des retraites n'avaient rien compris et que il et elle avaient tort de descendre dans la rue parce que la vraie menace pour le monde du travail aujourd'hui ne se trouvait pas dans le recul de 2 ans de l'âge de la retraite, mais plutôt dans le chat GPT et l'intelligence artificielle. Pour moi, c'était prendre les choses à l'envers et ne pas comprendre les raisons pour lesquelles tout un tas de gens sont descendus dans la rue. Et dans cette tribune, je rappelle le fait que les nouvelles technologies ont cet effet paradoxal qu'on a discuté juste à l'instant, de dégrader les conditions de travail, de pouvoir dégrader les conditions de travail. Il y a le cas, par exemple, des micro-travailleurs, des micro-travailleuses, qui sont ces travailleurs en ligne justement, auxquels on attribue des tâches extrêmement parcellaires, donc contourner des images sur Internet, retranscrire des bouts de texte, retranscrire des bouts de dialogue, des choses comme ça. Et ce sont des micro-travailleurs payés quelques centimes d'euros par tâche. C'est notamment l'équipe de Antonio Casilli, de Paola Tubaro, le Deep Lab, qui a enquêté là-dessus. Donc on voit que c'est pas un travail moins pénible, ce n'est pas un travail davantage épanouissant, etc. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle, dans ses multiples applications, favorise aussi ce qu'on appelle le management algorithmique, c'est-à-dire ce management impersonnel qui se charge de dicter la façon d'accomplir le travail, à quel rythme, etc., qui d'ailleurs prend en charge une partie du travail des managers. Et donc, on voit que les nouvelles technologies ne rendent pas le travail moins pénible. Et d'ailleurs, si autant de gens sont descendus dans la rue, c'est aussi parce que précisément le travail est devenu plus pénible qu'auparavant, depuis 20-30 ans. Tout un tas d'enquêtes, tout un tas de travaux le montrent de façon assez claire, notamment les travaux de l'économiste Philippe Askenazi qui parle d'un nouveau productivisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, j'évoque aussi le fait qu'il y a davantage de disponibilité temporelle, c'est-à-dire que les individus ne savent pas d'une semaine à une autre quand est-ce qu'ils vont travailler, c'est-à-dire quels seront leurs horaires de travail. Il y a davantage de variabilité du temps de travail, le fait que pour une minorité des actifs aujourd'hui seulement, les 35 heures sont une réalité, parce que beaucoup plus d'entre eux, seulement pour 25 d'entre eux d'ailleurs, déclarent travailler 35 heures par semaine, et pour tous les autres, ils déclarent travailler beaucoup plus. De la même façon, il y a une intensification du travail, il y a aussi ce que Sophie Bernard appelle la variabilité des salaires, faire son salaire, dit-elle, donc l'importance de plus en plus importante des augmentations individuelles contrairement aux augmentations générales, etc. Et donc tout ce discours sur les nouvelles technologies était pour moi une diversion par rapport à ces autres problèmes, par rapport à ce que moi constituent les vrais problèmes du monde du travail, qui sont la dégradation des conditions de travail, la stagnation des salaires et ce que Thomas Coutreau et Coralie Pérez appellent une perte de sens aussi du travail. Et justement, est-ce que ce déploiement des technologies a participé à cette dégradation de la pénibilité du travail ou de la perte de sens du travail ou de la diminution des salaires, enfin bref, tout ce que vous avez évoqué? Oui, absolument, absolument. On l'a évoqué à l'instant avec l'intelligence artificielle, le télétravail, même dans le cadre de l'industrie avec l'industrie 4.0, etc. C'est des instruments qui renforcent précisément ces dynamiques qui étaient déjà présentes dans le monde du travail aujourd'hui. Mais il renforce aussi quelque part des fois le contrôle et la relation que peut avoir le manager avec ses managers. Oui, d'une certaine façon, un des effets paradoxaux des nouvelles technologies, c'est de renforcer, comme vous dites, le contrôle. Pour moi, et c'est pas assez présent dans mon ouvrage d'ailleurs, je distinguerai le contrôle de deux façons. Il y a d'un côté le contrôle direct, c'est-à-dire précisément comment accomplir le travail, à quel rythme, de quelle façon l'accomplir, etc. Les nouvelles technologies le font de façon assez claire. Le cas classique, c'est la chaîne de montage. La chaîne de montage est précisément un instrument de parcellisation de tâches. Il dicte au travailleur, à la travailleuse, comment accomplir le travail, à quelle vitesse, etc. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas dire à une chaîne de montage comment lui ou elle veut travailler. Ça, c'est un premier cas. Donc, c'est le contrôle direct. Mais il y a une autre façon de contrôler le travail qui est la surveillance. Et par exemple, là encore, dans le cadre du travail pour des plateformes numériques, c'est assez clair. La surveillance prend la forme de la géolocalisation.
Donc la plateforme peut savoir où se trouve tel salarié en train de faire quoi, etc. De la même façon, ceci se pose dans d'autres secteurs. Dans le bouquin, j'évoque le cas du journal Daily Telegraph, où justement l'entreprise avait installé des capteurs de mouvement devant les écrans afin de contrôler le temps de présence, de mesurer le temps de présence des salariés, des journalistes devant leur écran. Et cette même technologie est présente dans tout un tas d'autres secteurs. On l'a constaté aussi dans le secteur des banques, chez des banquiers d'investissement, donc même les banquiers d'investissement, c'est-à-dire des professions libérales hautement qualifiées qui, en théorie, jouissent d'une relative autonomie, font l'objet aussi de contrôle par ces nouvelles technologies. Et de la même façon, c'est quelque chose que l'on constate aussi dans l'industrie, avec des logiciels qui permettent de savoir dans quel secteur, dans quel poste de travail, il y a eu une panne, pour quelles raisons, etc. Donc ce contrôle qui se décline sous la forme de la surveillance est aussi un des grands éléments qui change avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Surtout avec cette prédominance, cette omniprésence même des outils numériques au travail. Pour conclure et pour résumer un petit peu ce que vous venez d'évoquer, si nous écartons un petit peu les discours intéressés ou les discours des futurologues avec toutes les limites que vous venez d'évoquer, voire les discours apocalyptiques et utopistes qui parlent de l'impact du déploiement des machines sur l'emploi, qu'est-ce qui vous semble, vous, le plus approprié d'affirmer face au changement technologique de l'emploi que nous connaissons aujourd'hui? Pour moi, il faut revenir sur le fait que les grandes transformations ne se trouvent pas tant, comment dire, pour le reformuler, pour le dire autrement, il faut moins s'intéresser aux nouvelles technologies dans ce qu'elles peuvent avoir justement d'apocalyptique ou d'utopiste, comme vous dites, que dans ce qu'elles peuvent faire dans le prolongement des logiques déjà inscrites dans le monde du travail aujourd'hui. Et ce sont celles que j'ai évoquées tout à l'heure. À mon avis, elles sont trois principalement, c'est-à-dire davantage de disponibilité temporelle, davantage de flexibilité du travail, davantage de flexibilité du temps de travail. Et de l'autre côté, comme l'a dit Sophie Bernard aussi beaucoup dans son bouquin sur le salaire, le salariat, etc., le nouvel esprit du salariat, c'est le titre du livre, le fait que les augmentations individuelles ont un poids aussi important dans la rémunération des salariés. Et enfin, dernier point, vraiment, il faut avoir à l'esprit qu'il y a une intensification du travail, c'est quelque chose sur lequel toutes les enquêtes insistent. À mon avis, ce sont ces trois éléments qui sont les plus importants pour comprendre aujourd'hui le monde du travail et qui permettent aussi de comprendre d'ailleurs ce grand mécontentement vis-à-vis du travail, cette perte de sens, etc. Et ce qui explique aussi le nombre de gens qui sont descendus dans la rue aussi pour refuser 2 ans de travail de plus. Et c'est pas un rejet, c'est pas par fainéantise, c'est pas par je ne sais quelle raison, c'est vraiment parce que si le travail est devenu si peu attractif, aussi peu de gens veulent travailler 2 ans de plus, aussi peu de gens sont prêts à le faire de façon volontaire. Merci. Merci à vous. C'est ainsi que se termine la saison de 0, cela a été pour moi un grand plaisir d'interviewer 30 personnes à travers 29 épisodes pour parler du travail. Je remercie particulièrement toutes celles et ceux m'ayant aidé, soutenu, accompagné, écouté, et bien évidemment, je remercie les invités pour leur temps et leur éclairage. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou également à vous rendre sur 0,org afin de vous inscrire à notre newsletter ou afin de me contacter pour me suggérer des idées ou tout simplement pour participer à l'émission. Je vous dis à très bientôt pour une deuxième saison de 0, Merci.